Bonjour, bonjour les élèves de tronc commun scientifique. On essaye de faire la correction de devoir numéro 2. Donc je commence par physique 1, c'est 8 points. Donc je commence à lire. Un mobile autoporteur S de masse M abandonné sans vitesse initiale. Donc abandonné sans vitesse initiale, c'est-à-dire VI est égal à 0. Donc je le note, VI est égal à 0. Glisse sur un plan incliné, puis sur un plan horizontal. Donc je prends simplifie, je commence par G0, plan incliné, G8 jusqu'à G12. Donc d'après le schéma, on distingue deux trajets, G0 jusqu'à G, c'est G7. Deuxième trajet, c'est G8 jusqu'à G12. Donc je continue. On enregistre les positions occupées par un point G de mobile dans un intervalle de temps, tau est égal à 40 millisecondes. Donc je le note, tau est égal à 40 millisecondes. Donc je peux convertir en secondes, je multiplie par 10 à la puissance moins 3. Obtient l'enregistrement suivant en vraie grandeur. C'est-à-dire cette échelle, c'est une échelle directe. Je peux utiliser la règle pour calculer la distance entre deux points. Par exemple, G2, G3, j'utilise la règle pour obtenir la distance. Le document 1 est relatif au mouvement sur le plan incliné. Donc, document 1 relatif au plan incliné de G0 jusqu'à G8. Donc, G0 jusqu'à G8. Document 2, c'est en bas. Document 2, de G8 jusqu'à G12, c'est pour un plan horizontal. Donc, la première question, ça coûte 1 point. Calculer la valeur de la vitesse moyenne de mobile lorsqu'il se déplace de la position G0 à la position G7. Donc, G0 jusqu'à G7. Donc, la question, ça coûte 1 point. Pour calculer la vitesse, donc on utilise la vitesse moyenne. C'est entre G0 et G7 divisé par T7 moins T0. Alors, j'utilise la règle de G0 jusqu'à G7. Je trouve à peu près 12,8 cm. Je multiplie par 10 à la puissance moins 2 pour convertir en mètres. Donc, on cherche d'abord le temps entre T7 et T8. Donc, un schéma simplifié entre G0, G1, c'est un taux. G1, G2, c'est la deuxième taux. G2, G3, G3, G4, G4, G5, G5, G6 et G6, Z. Donc, il existe 7 taux. Donc, 7 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, après le calcul, je trouve que la vitesse moyenne, c'est à peu près 0,457 mètres secondes moins 1. Donc, la réponse, ça coûte 1 point. Et je marquais la dernière réponse de la question 1. Alors, au retour, vers la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer la valeur de la vitesse instantanée V3 et V5 de mobile respectivement en G3 et G5. Donc, on s'intéresse maintenant à la vitesse instantanée. D'abord, l'expression de la vitesse instantanée de V3. Alors, V3, c'est un pas en avant et un pas en arrière. C'est la distance que c'est G2 et G4 divisé par 2 temps. J'utilise la règle pour calculer la distance entre G2 et G4. Je trouve 3,2 cm. Je multiplie par 10 à la puissance moins 2 pour convertir en mètres, divisé par 2.
et je remplace taux 40, 10 moins 3 pour convertir en mètres, en secondes. Donc j'utilise un calculatrice scientifique et je trouve la valeur exacte. V3 est égal à 0,4 mètres secondes moins 1. La réponse, ça coûte 0,5 points. De même, pour calculer la vitesse instantanée de 5, c'est la distance qui sépare entre G4 et G6 divisé par 2 temps. J'utilise la règle C, je trouve une distance de 5,2 cm. Je multiplie par 10 à la puissance moins 2 pour convertir en mètres, divisé par 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, à l'aide d'une calculatrice scientifique, je trouve que V5 est égal à 0,65 mètres secondes moins 1. La réponse aussi, ça coûte 0,5 points. Alors, on est maintenant à la troisième question. Alors, la troisième question, c'est déduire la nature de mouvement de mobile sur le plan incliné justifie. Donc, on s'intéresse à la nature de mouvement entre G0 jusqu'à G7. Alors, la réponse, d'après la courbe ou d'après l'enregistrement, on peut dire que sur le plan incliné, c'est-à-dire entre G0 et G7, c'est un mouvement rectiligne accéléré. C'est un mouvement rectiligne accéléré. On va justifier chaque mot. Alors, rectiligne. Pourquoi il est rectiligne? Tout simplement, la trajectoire est rectiligne. C'est-à-dire, tous les points, G0 jusqu'à G7, appartiennent à la même droite. Et pourquoi accélérer? Tout simplement, la vitesse augmente. C'est-à-dire, ça s'observe que V3, V5, la vitesse augmente de 0,4 mètres secondes moins 1 jusqu'à 0,65 mètres par seconde. Donc, la réponse, ça coûte 0,5 pour la justification de rectiligne et 0,5 pour justifier l'accélération. Donc, 3, c'est bien. On est maintenant à la quatrième question. La quatrième question, calculer la valeur de la vitesse instantanée V9 de mobile G9. Donc, toujours, on s'intéresse à calculer la vitesse instantanée de la position G9 dans la deuxième tranche de ce mouvement. Toujours, c'est la même relation. Donc, V9, c'est un pas en avant, c'est G8, un pas en arrière et un pas en avant. C'est encadrer le point ou le point 9, donc c'est J8, J10, divisé par 2. J'utilise la règle pour calculer la distance entre J8 et J10. Je trouve 6,8 cm. Je multiplie par 10 moins 2 pour convertir en mètres, divisé par 2 et je remplace taux, c'est 40 et je convertis en mètres. Donc après un calcul, je trouve que V9, c'est 0,85 mètres seconde moins 1. Donc en réponse, ça coûte 1 point. Il faut toujours signaler la dernière réponse après le calcul. Donc, après la quatrième question, maintenant, on est à la cinquième question. Représenter le vecteur vitesse V9 sur le document ci-dessus. Donc, on utilise le document pour représenter la vitesse V9. Alors, la question, on a besoin d'une échelle. Donc, représenter V9 vecteur, je choisis au hasard, c'est un centimètre correspondant à 0,85 mètres secondes moins 1. Donc, d'après le schéma, J8, J9, J10, j'utilise la règle d'orienter vers le sens de mouvement et je choisis 1 cm d'après cette échelle. Donc, 1 cm correspondant V vecteur 9. Donc, la réponse, ça coûte 1 point pour représenter la vitesse instantanée au point G9. Donc, après la quatrième question, la cinquième, on est maintenant à la question 6. La question 6. On considère que J8, ce sont des conditions, on considère que J8, l'origine des abscisses, et J9, l'origine des dates. Déterminer l'équation horaire de mouvement de mobile sur le plan horizontal.
Donc, d'après les deux conditions, on va déterminer l'équation de mouvement. Alors, pour simplifier les choses, alors, c'est la question 6. Donc, la question 6. Donc, J8, c'est l'origine des abscisses, c'est-à-dire J8, X0. Donc, à la position J8, c'est l'origine de repère des abscisses. Donc, X0. J9, c'est l'origine des dates, c'est-à-dire J9, T est égal à 0. Alors, X est égal à V fois T plus X0. C'est l'expression de l'équation horaire. Je peux remplacer V, c'est la vitesse moyenne ou la vitesse instantanée, car normalement c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc je remplace V par la vitesse, soit l'un des positions J8 ou J9 ou J10, donc est égal à 0,85 mètres par seconde. On cherche X0. Si l'abscisse AT est égal à 0, c'est-à-dire X AT est égal à 0. D'après le schéma, X AT est égal à 0, j'utilise la règle, c'est 3,4 cm. C'est le sens positif, donc c'est 3,4 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc finalement, l'équation horaire est égale, X est égal à X en fonction de T est égal à 0,85 fois T plus 3,4 10 à la puissance moins 2. Et sachant que X en mètres était en secondes. C'est la question 6. Il reste à faire la dernière question. Quelle est l'abscisse de mobile à l'instant T est égal à 100 millisecondes? C'est-à-dire, on va chercher la distance. La distance à T est égale à 100 millisecondes. Donc, on profite l'équation horaire. Donc, X, T est égal à 10 fois 10 moins 3. Je convertis en secondes. 0,85 fois 10 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3 plus 3,4 à 10 moins 2. Donc finalement, l'application numérique, je trouve que la distance est égale à 0,119 mètres. N'oubliez pas mètres, donc l'unité est très importante, mètres. Alors on a fini l'exercice 1. Je passe directement à la deuxième exercice. C'est la physique 2. Ça coûte 3 points. Donc ça coûte 3 points. Alors, 3 points sur une ligne droite. Un camion A suit un camion B en maintenant constante la distance qui lui sépare. Donc le camion A roule à la vitesse constante, VA est égal à 90 km/h par rapport au sol. Donc la question, exprimer cette vitesse en mètres par seconde. Donc c'est une question directe. Donc j'utilise, donc c'est la physique 2, 3 points. Je mets un schéma A et B, ce sont deux camions séparés par une distance DAB. La vitesse de A est égale à 90 km/h. Donc tout d'abord, il faut savoir un petit tableau, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, c'est-à-dire 1 km est égal à 10 à la puissance 3 mètres. Et aussi, 1 heure est égal à 3600 secondes. Et 1 minute est égal à 60 secondes. 1 heure contient 60 minutes. Alors, la réponse de la question 1, VA est égal à 90 km/h. Je peux simplifier, je l'écrire sous forme d'infraction. C'est 90 km par 1 heure. Donc, kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètres. C'est 90 fois 10 à la puissance 3 mètres. Divisé par 3600 secondes. Donc, à l'aide d'une calculatrice scientifique, je trouve 25 mètres seconde moins 1. Donc, finalement, je signale la réponse de VA est égale à 25 mètres seconde moins 1. Alors, la question 2. La question 2. Déterminer la nature du mouvement de camion B justifié. Donc, on s'intéresse à déterminer la nature du mouvement B. Alors, donc, la nature du camion B. Donc, le mouvement de camion B est rectiligne uniforme. Tout simplement, il faut justifier chaque mot. Rectiligne, car la trajectoire est rectiligne. Bien sûr, c'est un rectiligne. Uniforme, la vitesse ne variait pas au cours du mouvement. Donc, chaque série, il faut le simplifier par 0,5 points.
La dernière question dans l'exercice 2. À quelle vitesse roule le camion B en prenant pour référence le camion B? Donc, la vitesse de B est égale VA est égale 25 mètres secondes moins 1. Donc, il reste à faire la chimie, c'est 7 points. Donc, c'est 7 points. Alors, l'aluminium, symbolisé par Al, possède 27 nucléons. La charge de noyau IQ, noyau est égale 2,08 10 à la puissance moins 18 coulomb. La première question, montrer que le numéro atomique d'aluminium est égal à 13. Alors, les données, donc d'après la lecture de texte, donc on constate que Al, c'est le symbole d'aluminium, contient 27 nucléons, c'est-à-dire A. La charge de noyau est égale à 2,08 10 à la puissance moins 18 coulomb. Alors, pour déterminer Z, donc on a Z est égal à 13. Donc, on va montrer que Z est égal à 13. Donc, la charge de noyau est égale à Z fois E. Donc, je peux déduire Z est égal Q, la charge de noyau divisée par la charge élémentaire. Je peux remplacer donc 2,08 10 à la puissance moins 18 divisé 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc, je trouve que Z est égal à 13. Donc, c'est un nombre. C'est le nombre de protons est égal à 13. Donc, ça coûte 1 point. La deuxième question. Calculer le nombre de neutrons N d'aluminium. Donc, on s'intéresse à déterminer N. Tout d'abord, il faut savoir la relation qui est reliée entre le proton et le neutron. Donc, N, c'est un nombre de neutrons. A, c'est le nombre de nucléons. C'est égal à Z plus N. Donc, N est égal à A moins Z. Je remplace A par 27. Déjà donné dans les données. Donc, c'est 27. 27 moins 13, c'est Z. Donc, le nombre de neutrons est égal à 14. Et je signale I, je vais mettre la réponse. Et ça coûte 1 point. Alors, la troisième question. Quel est le nombre d'électrons d'aluminium? Donc, le nombre d'électrons d'aluminium, c'est une question directe, c'est 13. Donc, la réponse, ça coûte 1 point aussi. Donc, la question 3, directement à la question 4. Donnez la représentation symbolique de l'atome d'aluminium. Donc, la représentation, donc, le symbole de l'atome d'aluminium, c'est Al 2713. Donc, la réponse, ça coûte 1 point. Donc, le symbole, donc, après le symbole, on y a la question 5, écrire la structure électronique de cet atome. Donc, à partir du nombre des électrons, je peux déduire que la structure électronique de Al13, Z est égal à 13. La première couche contient 2 électrons. La deuxième couche, c'est 8 électrons. Et la dernière couche, c'est 3 électrons. C'est 3 électrons. C'est pas 13, c'est 3 électrons. C'est 3. La question 6. La question 6 détermine la couche externe. Est-ce que la couche externe saturée ou non? Alors, la couche externe, d'après la configuration électronique, c'est la couche L. La couche M, c'est la couche M. Et la couche M non saturée car elle contient 3 électrons. Normalement, pour saturer, il faut contient 8 électrons. Donc, c'est non saturé. La question 7. La question 7. Calculer une valeur approchée de la masse de l'atome d'aluminium. On va calculer la valeur approchée de la masse de l'atome. Alors, normalement, la masse c'est combien? C'est Z, la masse des électrons, plus Z, M de pi, plus N, la masse d'un neutron. Alors, la relation qui est reliée, donc la masse de Al est égale à Z, M de E, c'est la masse des électrons, plus Z, M de pi, plus N de N. Donc, sachant que d'après les données, donc, les données ne contiennent pas la masse d'électrons, donc on peut le négliger.
J'utilise simplement la masse de proton fois N la masse de neutrons. Z c'est 13, la masse d'un proton d'après les données. Donc c'est là d'après les données, donc la masse de proton c'est 673 fois 10 à la puissance 27. Et je remplace aussi le nombre de neutrons, c'est 14 fois la masse d'un neutron. Et je trouve une valeur de 4,5199 fois 10 à la puissance moins 26 kg. La dernière question, donc calculer le nombre d'atomes d'aluminium contenu dans un échantillon de masse 10 grammes. Donc j'utilise la règle 3. Une atome d'aluminium, sa masse est égale à 4,5199 10 à la puissance moins 26 kg. Donc x atomes, 10 fois 10 moins 3. Donc je trouve le nombre est égal à 2,12 10 à la puissance 23. Donc normalement la totalité des notes, des points c'est 8, plus 3 c'est 11, plus 7 c'est 18. Donc il manque 2 points pour l'organisation de la réponse. À bientôt.